Cette semaine, on rencontre Olivier Morin, le co-auteur de La colère des doux, une expérience virtuelle, mais avant tout, on présente le mandat des travailleurs de milieu du Centre Action Génération des aînés. Merci beaucoup à vous deux d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler du Centre Action Génération des aînés, mais plus précisément sur l'initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, pouvez-vous nous faire une brève présentation du Centre Action Génération, centre dans lequel on a rencontré dans un épisode précédent, mais pour les gens qui n'auraient pas vu cet épisode, je vous laisse aller sur qui est cet bel organisme. Oui, merci Stéphanie. Le Centre Action Génération des aînés est un organisme communautaire qui offre des services aux personnes de 50 ans et plus dans les secteurs de Buckingham, Masson-Angers et aussi Tursault, Val-des-Bois, puis Salette, Notre-Dame-la-Salette plutôt. Donc, on offre des services comme la livraison de repas à domicile, on offre aussi l'accompagnement de transport avec des bénévoles, on offre aussi une clinique d'impôt qui vient tout juste de se terminer. On offre aussi des groupes de soutien pour proches aidants, pour personnes aussi endeuillées. Et on offre aussi beaucoup d'activités. Présentement, en raison de la pandémie, c'est sûr que le format d'activité a changé. On est allé vers un virage plus virtuel. On s'est adapté. Donc, on a beaucoup de conférences qui sont via la plateforme Zoom. Donc, on a une belle participation. En gros, c'est un peu ça, le Centre Action Génération. Donc, on a beaucoup de services et d'activités pour les personnes aînées du territoire desservi. C'est parfait. Puis, on invite tous ceux qui veulent avoir plus de détails à visiter votre site web. Oui. Et maintenant, on voudrait surtout se pencher sur les travailleurs de milieu. Mais c'est quoi ça, un travailleur de milieu? Alors, merci, Émilie. Écoutez, le travailleur de milieu, c'est une intervenante qui va où l'aîné est en réalité. On se déplace et on va rencontrer les gens. Ça a débuté ça à Montréal, dans des quartiers. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de services pour les femmes enceintes, les filles mères, pour les itinérants et tout ça, pour répondre à leurs besoins. Ces gens-là se déplacent. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas beaucoup d'aînés qui vont se déplacer pour aller chercher de l'information et ainsi aller chercher de l'aide. Donc, la beauté de ça, de l'intervention, c'est d'aller se promener où est-ce que l'aîné pourrait se trouver. Donc, des fois, on est dans des blocs appartements, des fois, on est dans des parcs, dans des magasins, Tim Hortons, n'importe où pour rencontrer des gens. On leur remet des dépliants et tout ça qui dit en réalité c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait. Et on se fait connaître de cette façon-là. On appelle ça dépister. Donc, c'est la première partie qu'on fait, c'est de dépister, de se faire connaître. Après ça, c'est de rencontrer un aîné et de parler avec cette personne-là et de voir si elle a besoin d'aide ou elle a des préoccupations. On fait une petite une histoire sommaire de ce que la personne aurait besoin. Après ça, on est là pour la diriger vers les bons services. On est un pont entre l'aîné et le service que l'aîné aurait besoin. Puis tous les services, c'est correct. Et suite à ça, on peut faire de l'accompagnement aussi. On est là pour les accompagner. Et après ça, le travailleur de milieu, c'est-à-dire l'intervenant, il faut qu'ils connaissent bien le réseau pour le réseau social, les réseaux communautaires et ainsi de suite, pour bien les diriger, les accompagner. L'aîné, lui, à ce moment-là, va décider ce qu'il veut avoir comme service. Des fois, ils ne savent même pas. Des fois, ça peut prendre un temps aussi à les amadouer, OK? Qui nous fassent confiance, parce qu'on est des gens qui débarquent comme ça dans leur milieu de vie. Fait qu'il n'est pas rare qu'avant pandémie, toujours, on allait chez les gens, on se présente, on voit où est-ce qu'ils sont. Puis, la beauté de ça, c'est qu'en même temps, non, merci, moi, j'ai pas besoin d'aide, mais peut-être que mon voisin,
sais, non, merci, peut-être pas moi, mais ma soeur, puis ça se parle, puis c'est un super beau service. Ça, justement, c'est les 3 volets que vous venez tout juste de nous expliquer, qui est justement le repérage, la prise de contact, l'intervention et l'approche. Oui, oui. Tous les détails qu'on peut également retrouver sur votre site web pour les gens qui auraient des hésitations sur comment ça fonctionne. Puis vous l'avez mentionné brièvement, mais comment qu'on reconnaît un aîné vulnérable? Souvent, quand on pense à une personne vulnérable, on va penser à une personne qui a des faibles revenus ou une santé financière précaire. C'est sûr que ça peut être un des facteurs de vulnérabilité, mais ce n'est pas le seul. Et au contraire, on rencontre souvent des gens là, qui ont une bonne santé financière, mais qui sont quand même vulnérables pour diverses raisons, divers facteurs. Comme particulièrement là, présentement, là, l'événement, la pandémie qu'on vit, c'est un facteur de vulnérabilité, c'est un facteur d'isolement. Il y a des gens là, qui, avant la pandémie, étaient très actifs dans leur communauté, participaient à des clubs de loisirs et maintenant se retrouvent à la maison isolés. Donc, ça peut être un facteur. Ça peut être aussi un événement comme une personne qui perd son conjoint ou conjointe des 50 dernières années. Ça peut être un facteur aussi là, qui amène une personne à être plus vulnérable. Des fois, ça peut être à court terme, des fois, ça peut être à plus long terme. On a aussi des gens qui ont peu ou pas de réseau social, qui n'ont pas de famille ou la famille est éloignée. Donc, ça aussi, ça peut être des facteurs. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, ce n'est pas spécifique, ça dépend des histoires de chacun. Bon, voilà, c'est ça. Et d'où l'importance de faire du dépistage, justement, parce que c'est pas écrit, puis c'est pas écrit dans leur front, à l'aide, s'il vous plaît, venez, et puis c'est pas nécessairement comme Émilie l'a bien mentionné, quelqu'un qui est pauvre ou qu'on pense qu'il est démuni. Il y en a là ils voudraient même pas changer de logement, ils voudraient pas que leur vie change, tu sais. Et une chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est qu'on n'arrive pas avec un chapeau de travailleur social, on ne fait pas peur. Nous autres, on est là pour aider, accompagner, pas chambouler leur vie, là. On est là pour eux autres. Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous auriez des trucs pour aborder simplement le sujet si on a quelqu'un dans notre entourage qui serait susceptible ou qu'on aimerait leur offrir ces services-là? Comment qu'on peut les aborder? Avec un café. Souvent, c'est facile. Non, mais c'est vrai. Il y a des interventions là, que j'arrivais, là, puis un café, on s'assied, on jase. On parle de tout et de rien. Puis là, à un moment donné, je me présente puis je dis ce que je fais comme travail. Puis souvent, moi, ma méthode, c'était de dire, ben écoutez, si vous connaissez quelqu'un, sans vraiment mentionner que vous avez peut-être besoin ou, tu sais, ne veut pas être trop intimidante. Émilie, as-tu d'autres trucs? Bien, c'est sûr que, disons, on prend par exemple un voisin qui sent peut-être que son autre voisin a besoin d'aide, peut-être juste de l'aborder puis de lui dire je sens que tu es différent dernièrement, je m'inquiète pour toi. J'ai vu passer une annonce, il y a des intervenantes qui peuvent te rencontrer. Et puis, même que la personne peut s'offrir d'accompagner l'autre personne, d'appeler ensemble. Des fois, ça peut être moins intimidant. Nous, on reçoit des appels, des fois, que ce n'est pas pour la personne même, mais c'est pour quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'il y a toujours le souci de la confidentialité, mais on s'organise pour pouvoir rencontrer les gens. Puis, l'important, c'est de respecter le rythme de la personne. Et c'est gratuit. Oui, c'est important de le mentionner, ça. Le service est gratuit. Faut, comme je dirais, on fait de la pub, mais faut que vous vous serviez de nous autres pour qu'on continue à avoir un emploi qui nous représente et qui est super stimulant. Là. Puis comment est-ce que avec la pandémie, vous avez adapté vos services? Ben, écoutez, on était, c'est sûr que dans les épiceries, on a été donner des dépliants. Les épiceries, ou encore, Émilie? On a fait aussi du porte-à-porte. On a laissé des dépliants. On a nos photos dessus. Comme ça,
On peut mettre un visage sur la personne aussi. On a fait des publicités dans les journaux, aussi, comme aujourd'hui. Ce qu'on fait, là, c'est une bonne façon aussi de s'adapter durant la pandémie, parce que c'est sûr que ce n'était pas évident. Mais on a aussi la chance, nous, d'avoir une grande liste de membres. Donc, on a fait des appels, on a fait beaucoup d'interventions par téléphone. Et puis, ça a permis aussi de voir qu'il y a des gens qui avaient besoin de plus d'aide. On a aussi, comme je disais, je mentionnais au tout début, on a fait des activités, des conférences par Zoom. Et puis, moi, j'ai une petite connaissance en informatique, donc j'ai aidé les gens à pouvoir participer aux conférences. Donc, ça m'a permis aussi d'approcher ces personnes-là, puis de voir avec eux s'il y avait d'autres besoins. Donc, on s'est adapté, puis en espérant qu'on puisse reprendre nos activités comme avant. Mais la personne peut nous appeler, elle peut débarquer ici au centre, venir nous voir. On a des plexiglas, on a nos beaux masques, on respecte tout ce qu'il faut là, pour la COVID et tout. Ou ça peut être fait par Zoom. Tous les moyens sont bons. Émilie, il n'y a pas longtemps, encore, elle a été voir quelqu'un à la maison parce que la personne ne pouvait pas se déplacer, ça ne donnait pas. Mais on se déplace, là, on ne veut pas laisser personne dans le souci, dans l'inquiétude de la problématique qu'ils vivent. Là. Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité ou vous acceptez tout le monde? C'est-à-dire que nous, c'est pour les aînés. Donc, mais je préfère dire les personnes de 50 ans et plus parce qu'une personne de 50 ans ne se reconnaît peut-être pas comme une aînée, mais c'est pour les personnes de 50 ans et plus. Sinon, il n'y a pas d'autres critères. Là. On aide tous les gens là, qui ont besoin. Super. Puis, est-ce que pour terminer, vous auriez un exemple d'un impact positif que vous avez eu sur un cas, tout en gardant la confidentialité, bien sûr, mais pour vraiment démontrer aux gens tous les bienfaits que vous pouvez apporter dans leur quotidien? Émilie, elle a un beau cas. La dame là, qui avait une problématique à remplir ses formulaires. Oui, c'est simple que ça, là. J'ai aidé une dame là, à pouvoir accéder à des pensions là, gouvernementales. Et puis, madame, elle avait de la difficulté à appeler. Là, c'est des endroits où c'est pas évident parce qu'on a des répondeurs, puis on nous demande d'appuyer sur le 1, sur le 2. Les gens se découragent. Donc, je me suis déplacée à domicile. Et puis, ça fait en sorte que madame a pu garder son logement. Parce que sinon, elle aurait été obligée de déménager. Puis là, pendant la pandémie, c'était impensable là, de déménager. Donc, on a réussi à lui avoir des pensions au gouvernement, puis qu'elle puisse avoir les moyens là, financiers de demeurer chez elle. Et autre démarche, là, mais c'était une belle réussite, je dirais, là, d'avoir accompagné cette dame-là. Moi, j'ai une réussite, ça date on a beaucoup de réussites, mais une qui m'avait fait bien rire, c'est la dame, elle venait de perdre ses permis de conduire, c'est un deuil. Bon, puis là, elle se trouvait isolée, elle. Paraît sa Côte d'Azur, c'est pas isolée sa Côte d'Azur. Donc là, ça a été de l'accompagner pour aller prendre le transport public. Fait qu'on a été face à carte, je l'ai accompagnée dans ses démarches et même que j'ai pris l'autobus avec elle pour, pour l'aider et puis la rassurer, OK, vous voulez aller à tel endroit, voici, c'est tel numéro, vous allez là. Et on a fait les démarches et puis ça a été très gratifiant pour elle, là. Puis ça l'a sortie de chez elle. C'est super. Donc, vous adaptez vraiment vos services à les personnes et aux petites problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec vos services. Donc, un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était une super belle rencontre. Puis on espère, en fait, on incite les gens à visiter votre site web pour en apprendre plus et pour utiliser vos services qui, on le rappelle, sont gratuits et confidentiels et ouverts pour les gens de 50 ans et plus. Donc, merci beaucoup et on poursuit maintenant avec Olivier Morin. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis vous êtes venu nous présenter le Théâtre du futur et un projet spécial que vous avez lancé pour son 10e anniversaire.
Oui, ça s'appelle La colère des doux, qui est en fait une pièce de théâtre qui, faute de pouvoir être une pièce de théâtre parce qu'elle ne peut pas être présentée devant du monde, une grande salle, est devenue un site web interactif. Puis pourquoi avez-vous décidé justement d'en faire un site web interactif ou de le sortir pour le 10e anniversaire? Ben, on savait qu'on voulait faire quelque chose de gros. On avait envie de souligner le 10e anniversaire du Théâtre du Futur par quelque chose, tu sais, d'envergure. Quand soudain arriva une pandémie mondiale, ce qui est venu mettre quand même des bâtons dans les roues de tout le monde, en fait. Et puis, c'est ça, en fait, la plage horaire où normalement on devait diffuser la pièce de théâtre devant un public au Théâtre aux Écuries. Euh, c'est devenu, pardon, c'est ça, on ne pouvait pas présenter devant le public. Alors, ben, contre mauvaise fortune, bon cœur, on a fait, bon, ben là, on a la salle, on peut pas présenter devant du monde, qu'est-ce qu'on fait? On savait ça, là, que c'est ce qui se tramait. Ce qui fait qu'au lieu de faire une captation d'une pièce de théâtre, comme s'il y avait du public, on fait juste comme faire caméra 1, caméra 2, on a dit non, en fait, on va embrasser la contrainte de devoir diffuser en différé et on a transformé finalement la salle de spectacle en plateau de tournage. Ce qui fait que toute la pièce, c'est un film, en fait, qui est en morceaux, en capsules, en vignettes qu'on a décidé d'intégrer sur un site web où on navigue, finalement, parce que ça va dans le sens de l'histoire de la colère des doux, de devoir se promener, faire des choix, de croire faire des choix. Mais parlons-en justement de c'est quoi l'histoire derrière la colère des doux. Ben, la colère des doux, c'est l'histoire, c'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est l'histoire de tout le monde. Partout au Québec, partout au monde. Il y a ces jours-ci, pas juste à cause de la COVID, là, mais ces jours-ci, une espèce de tension dans l'air. On sent qu'il y a une grosse polarisation des points de vue. Tout le monde essaie de se monter un peu contre chacun. On a tous une attente un peu lourde sur Facebook qui pose des affaires bizarres. On ne veut pas les voir. Les gens avec qui on n'est pas d'accord, les gens qui ne partagent pas nos points de vue, on a naturellement l'envie de les tasser, de s'en éloigner, puis de se retrouver. C'est tout naturel. Simplement, cette idée de polarisation, c'est quelque chose qu'on voit qui s'en va croissant. Et puis, la pensée en silo, c'est bien que ça puisse être un refuge, c'est quand même, on voit des écueils par rapport à ça. C'est important d'être capable de vivre en société. Donc, c'est ce qu'on voulait aborder comme sujet, bien entendu, avec le sourire, parce que c'est le Théâtre du Futur, puis tous nos shows sont extrêmement funny. Et puis, donc, c'est ça. Donc, de cette espèce de tension sociale qui est là, les gens, on sent que, il n'y a rien qui se passe, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qui éclate que les gens sont pas sur les nerfs. Donc, finalement, c'est une petite affaire de rien qui arrive, le prix des bananes qui monte, qui fait que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Des émeutes, des accidents, ça se bat dans les rues. On sent que c'était vraiment, là, il y avait un trop-plein. Puis, naturellement, ben, au Québec, on n'aime pas ça, la chicane, ce qui fait que les gens se retrouvent un petit peu entre semblables, entre gens qui partagent les mêmes valeurs, puis ils font, ben, hey, si c'est pour être de même, on va se partir un village là, avec juste le monde qui pense comme nous autres. C'est ce qui fait que, en fait, c'est la prémisse de la colère des doux. C'est une espèce d'éclatement du collectif. Les villes se vident, que ce soit Trois-Rivières, Québec, Montréal. Il y a plus personne dans les villes. Tout le monde s'est ramassé en petites communautés, en sous-communautés, en micro-collectivités, avec chacune une pensée, des codes de vie, euh, puis aucun contact non plus avec les autres collectivités. Ce qui fait que vraiment, si par exemple on se retrouve dans une collectivité qui se perçoit comme woke, éveillé avec les codes, ben, cette affaire-là s'en va. Comme ils n'ont pas de contact avec les autres, ça va loin. De la même manière que si on a une gang qui, je sais pas, soit des nudistes, des conspirationnistes, des gens nostalgiques, ben, leur logique va beaucoup plus loin puisqu'elle n'est pas contaminée par le contact des autres. Vous avez entièrement raison. Puis surtout qu'en ce moment, je pense que votre pièce de théâtre arrive vraiment à point. Surtout en ce moment, il y a la polémique du vaccin puis tout ça. Donc, c'est vraiment la colère des doux. J'imagine que c'est également dans cette optique-là que vous avez choisi le nom. Ben oui, bien sûr. Il y avait quelque chose qu'on trouvait amusant dans cette espèce de paradoxe de parler d'une colère et d'une douceur en même temps, de dire en fait qu'est-ce qui se passe quand même les doux décident de se choquer, ben ça te fait une colère des doux ou en bout de ligne on choisit de pas faire de chicane puis de trouver un refuge dans son coin. Donc c'est le plaisir de mettre ça en scène
une colère, mais finalement qui est raisonnable. Tu sais, c'est pour ça aussi qu'on a mis en dessous du titre une nouvelle révolution plus tranquille que jamais, en sens que c'est encore, il y a un éclatement, mais quand même civilisé dans la Modéré. mesure où chacun finalement décide de ah ouais, non, finalement on n'aime pas la chicane. Encore une fois, à l'image des bons Québécois, comme on aime Ah oui, si bien. voilà, exactement, oui. Puis en tant que Et ce qui est télé... bien aussi, c'est. Oui, vas-y, non, non, allez. Non, non, Vas-y. allez-y. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une histoire qui se passe partout au Québec. En sens que le point de départ, le personnage principal, c'est pas quelqu'un, c'est vraiment vous. Toute la narration, toute l'histoire est faite en fonction de se dire, ben, ça peut être vous-même, ça peut être votre voisin, ça peut être votre cousine, ma tante, votre mononcle. Il y a vraiment quelque chose où la personne qui regarde, c'est la personne à qui cette histoire-là va arriver. Donc, il y a cette espèce de côté histoire dont vous êtes le héros, où chacun peut se retrouver, quelle que soit sa provenance. C'était quelque chose qu'on trouvait intéressant aussi de téléguider en quelque sorte l'histoire à venir de cette colère des loups. Mais ce qui m'amène justement à vous demander, en tant que téléspectateur, à quoi qu'on peut s'attendre avec l'expérience de la carte interactive et tout ça. Comment ça fonctionne concrètement pour les gens qui veulent jouer? Ben, jouer, Oui. l'écouter, comment Oui, ça? bien joué. En fait, c'est ça. On brouille un petit peu les cartes parce que, bon, ben, on avait envie que ce soit quelque chose de pas. Au début de la pandémie, le bon gouvernement nous invitait à nous réinventer. On a fait, bon, ben, fine, on va se réinventer, check nous bien aller. Ce qui fait que ben, quand les gens achètent un billet sur le site, sur la billetterie du Théâtre aux Écuries, on leur donne un code qui leur donne accès au site web interactif. Donc, quand on arrive sur le site web interactif, on rentre notre code et là, on rentre dans une espèce de carte où il y a un point. On clique là. Là, il y a une espèce de vidéo qui dure peut-être, je sais pas, 10 minutes, bien funk, qui raconte justement l'éclatement dont je vous parlais tout à l'heure. Après ça, là, on voit plein d'autres petites villes qui apparaissent. Et là, on choisit soit de continuer dans notre histoire en suivant les chiffres, 1, 2, 3, ou d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ce qui fait qu'il y a comme toute une espèce de constellation de destinations. Si on est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe à Magog, à Val-d'Or, à Matane, il y a des petites capsules plus courtes qui n'ont pas rapport avec, disons, le filon narratif, là, votre histoire, mais qui permettent d'avoir un survol, de dire, OK, bon, ben, tu sais, c'est une histoire qui se passe partout, en fait. Parce que le personnage, vous, en l'occurrence, part d'un village à Saint-Ludic-des-Blés d'Inde où le jour, on fait de l'agriculture, puis le soir, on joue à des jeux de société. Se retrouve ensuite à Charny, qui est une communauté qui ne, un peu comme des Amish, mais au lieu de vivre en 1800 quelque, ils vivent en 1990. Ça fait partie de leur code. Après ça, donc, ils se retrouvent à l'étape. Et puis, donc, c'est ça, on voit un petit peu, on suit les pérégrinations du personnage qui est vous, comment l'expliquer. Donc, c'est ça, c'est vraiment un truc où on décide, le côté interactif, c'est d'en décider, bon, ben, j'écoute tel village, après ça, je vais aller suivre plus l'histoire, après ça, je prends une pause. Et puis, on n'a pas non plus tu sais, les fameux billets de captation qui explosent une fois qu'on les a ouverts. Tu sais, où il faut l'écouter, là, il faut vite, vite, vite l'écouter. Dans on fait non, 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 il n'y a pas de stress. Quand on achète le billet, ça va jusqu'à la fin des représentations, c'est-à-dire jusqu'au 30 mai. On a jusqu'à cette date-là, à minuit, pour écouter, prendre le temps, le réécouter aussi autant de fois qu'on veut, prendre le temps de revoir des passages et tout ça. Puis la durée complète de l'immersion dure combien de temps? Ben, si on y, tu sais, vraiment, c'est pas quelque chose nécessairement que je recommande de le faire, de le passer d'un bout à l'autre. C'est assez le fun, justement, de prendre des temps, de regarder. Mais si en termes de contenu, on a à peu près 2 heures de contenu. Ah, super. Puis là, Ouais. étant donné que la diffusion a déjà commencé, on appelle ça comme ça, la publication Oui. de votre œuvre, est-ce que vous avez eu des retours justement sur les gens qui ont apprécié cette nouvelle manière de faire, cette expérience interactive? Oui. Puis justement, dans la forme éclatée de la carte, fait en sorte aussi qu'il y en a un peu pour tous les goûts, dans la mesure où dans le village de départ, c'est une ville qui n'est pas nommée, ça peut être autant Gatineau que Québec, que Montréal, que Trois-Rivières. On est vraiment dans un beat qui est funk. Après ça, on se retrouve dans un univers où on est dans de la musique un peu prog. Après ça, on se retrouve dans un Big Shiny Tunes, super années 90. Après ça, on se retrouve dans un univers ASMR où tout est chuchoté. Donc, chacune des villes /collectivités /vignettes a ses propres codes
musicaux, en termes de montage, au niveau de l'esthétique et tout ça. Ce qui fait que ça donne une affaire qui est très éclatée. Et puis qu'au pire, si jamais il y a un segment qu'on aime un peu moins, ben c'est un segment, c'est pas toute la pièce qui est contaminée en quelque sorte. Exact. Ça peut plaire à différents niveaux pour différentes personnes ou différents intérêts. Voilà. Super. Puis est-ce qu'il y a eu des défis à faire justement cette adaptation-là interactive? Ben oui, bien sûr, il y en a eu un bien l'autre. Hein, COVID oblige, la distance faisant en sorte que beaucoup de la création. En fait, on est trois. Le Théâtre du Futur, c'est moi, Olivier Morin. J'écris avec Guillaume Tremblay, qui est aussi un interprète, un comédien et un auteur, et Navet Confi, qui est un musicien. Et puis vraiment, tu sais, c'est à trois qu'on crée chacun de nos spectacles. Et puis, ben là, les distances, les limites faisaient en sorte qu'on a vraiment dû écrire un peu chacun notre bord. La création, c'est vraiment faite en amont, mais plus en vase clos que d'ordinaire. Puis quand on s'est retrouvé pour le tournage, ben là, on avait des enjeux de distance, puis bon, tout ça à respecter. Ce qui fait qu'on a choisi de tout enregistrer, l'audio, dans des petits studios qu'on s'est conçus pour pouvoir avoir vraiment un beau son, quelque chose de sharp, qui sonne très, très bien. Et puis, ensuite, comme on avait la base, on a fait un peu au lieu de faire du doublage, au lieu de doubler nos propres voix, on a fait le chemin inverse. Ce qui fait que le tournage, on l'a fait en lip-sync, en quelque sorte. OK, super. Bien, un grand merci d'avoir été parmi nous pour nous partager tout ça sur la colère des doux. En fait, Oui. on invite les gens à aller sur votre site Internet. Ils ont jusqu'au 30 mai pour y accéder. Puis, comme vous dites, une fois que vous avez vos billets, vous pouvez y retourner à de multiples reprises pour vous amuser. Puis, est-ce que vous auriez un dernier mot pour inciter les gens justement à aller visiter votre magnifique œuvre? Ben oui, c'est l'autre 10 ans. C'est une œuvre qui parle à tout le monde. Pour une fois que le Théâtre du Futur n'est pas limité à une diffusion qui soit, Montréal et ses environs, il faut en profiter pour l'écouter, à en parler à tous les amis qui sont un peu plus loin, qui ont envie de découvrir le Théâtre du Futur, qui est c'est crampant, c'est fantastique, c'est drôle, c'est inventif. Et puis, on a aussi sur notre site web mis pour une durée limitée jusqu'à la fin donc des représentations, les captations théâtrales de tous nos shows depuis 10 ans. Donc, La Terre à Paix, l'Opéra Rock, L'Assassinat du Président, Épopée Nord, La Vague Parfaite, toutes des shows avec des univers fort rigolos, très colorés. Tout ça est disponible sur notre site web, en plus de La Colère des doux, bien entendu. Super, un grand merci d'avoir été parmi nous. Et c'est ce qui conclut notre émission de Stéphanie s'informe. On se retrouve la semaine prochaine.